au point de presse quotidien sur la gestion de la maladie à Covid-19 en Côte d'Ivoire. Nous sommes en direct de Grand Bassam aujourd'hui, précisément au Centre de culture Jean-Baptiste Moquet. Cet après-midi, M. Jean-Louis Moulot, maire de Grand Bassam, nous parlera de l'impact de la maladie sur sa cité et bien entendu des mesures et dispositions en vigueur pour atténuer les effets de cette maladie et en freiner la propagation. Il sera également question de la lutte contre cette maladie au secrétariat d'État au renforcement des capacités. Monsieur le secrétaire d'État Epiphane Zorobalo est avec nous cet après-midi. Bien entendu, le point de la situation sanitaire sera fait par le docteur Edith Kouassi, conseiller technique au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Enfin, le commissaire principal Charlemagne Bleu, porte-parole de la police nationale, nous fera le point de la situation sécuritaire. Voici présentés nos 4 intervenants de ce jour. Si vous le permettez, je voudrais bien inviter Monsieur le maire de Grand Bassam à bien vouloir se déplacer jusqu'à ce pupitre pour son mot. Monsieur le secrétaire d'État, je voudrais vous dire tout le plaisir que nous avons de vous recevoir cet après-midi dans la ville historique de Grand Bassam à l'occasion de ce point de situation sur la crise sanitaire que traverse notre pays. Comme vous le savez, monsieur le secrétaire d'État, aux côtés du gouvernement, les collectivités locales jouent un rôle essentiel dans la gestion de nos populations. C'est ainsi qu'elles ont pris toutes les dispositions pour faire respecter les décisions de l'État prises dans le cadre du Conseil national de sécurité et protéger les populations et maintenir des services essentiels au niveau des circonscriptions administratives. La ville de Grand Bassam a pris pour la protection de ses populations et des agents de la mairie une série de mesures et d'initiatives. Tout d'abord, des mesures d'ordre légal et réglementaire. Il faut rappeler qu'à l'initiative du préfet du département de Grand Bassam et du maire, un comité de gestion de la crise a été mis en place au niveau local pour coordonner les actions des différents intervenants, qu'il s'agisse de ceux de la santé, la sécurité, de la société civile, les ONG, les pompiers, les élus et les cadres. Nous avons également pris 6 arrêtés municipaux qui visaient à adapter au niveau local et faire appliquer les décisions du Conseil national de sécurité. Ces arrêtés portaient principalement sur l'interdiction de visites guidées dans la ville historique de Grand Bassam, l'interdiction des événements à caractère sportif, culturel, etc., la fermeture des lieux de spectacle, de loisirs, l'interdiction des excursions de masse et des baignades collectives sur les plages de la commune de Grand Bassam et un arrêté portant fermeture du marché du jeudi à l'espace du petit marché de Grand Bassam. Il faut indiquer également que nous avons au niveau local élaboré une stratégie de prise en charge et d'orientation des patients avec la direction départementale de la santé sous la houlette du préfet et dans ce cadre donc une cellule de veille sanitaire dotée d'un centre d'appel a été mise en place afin d'orienter les populations vers les structures agréées et de répondre à leurs préoccupations. Cette cellule vient donc appuyer le dispositif mis en place par le directeur départemental de la santé qui avait déjà désigné 2 points focaux au niveau de l'hôpital général de Grand Bassam. Au titre des actions de formation, nous avons 50 agents de santé communautaire qui ont bénéficié d'une formation par la direction départementale de la santé pour faire face à la survenance de cas suspects. 50 bénévoles ont été formés par la direction départementale de la santé et sont déployés pour une période de 3 semaines sur l'ensemble du territoire communal pour poursuivre le travail de sensibilisation et d'information. Toujours au titre de la formation, il faut mentionner que les chefs de communautés ethniques de Grand Bassam ont bénéficié d'une formation dans cette même salle avec toujours l'appui de la direction départementale de la santé, ceci afin de leur permettre de jouer un rôle de relais des actions et des initiatives prises au niveau du gouvernement et de la mairie. Nous avons également, en appui sous la houlette du préfet, mis en place une brigade mixte de surveillance et de contrôle des décisions arrêtées. Et cette brigade mixte a bénéficié d'un appui également des services de la mairie pour assurer les patrouilles. Des actions de sensibilisation ont également été menées. À ce titre, les 42 élus que compte le conseil municipal ont été répartis en 8 équipes de sensibilisation qui ont sillonné l'ensemble des quartiers et villages de Grand Bassam. Nous avons également affiché un peu partout dans la ville les mesures barrières et le respect des consignes gouvernementales.
des dispositifs de lavage de mains, de savon, de gel hydroalcoolique, de masques de protection ont également été distribués à titre gratuit donc aux gestionnaires des marchés de la ville, aux centres de santé, aux dispensaires urbains, aux centres sociaux ainsi qu'aux corporations professionnelles telles que les chauffeurs de taxi, de même qu'aux forces de défense et de sécurité. Et enfin, le marché principal et le marché secondaire de la ville ont été pulvérisés et désinfectés en relation avec l'Institut d'hygiène. Au niveau de la mairie, pour assurer donc la continuité des activités face à cette crise sanitaire sans précédent, nous avons mis en place un plan de continuité des activités qui a impliqué des mesures spécifiques à l'endroit des agents municipaux. De ce fait, les services de la mairie se sont vus réorganisés avec un système de rotation pour les agents afin de limiter les risques de propagation du virus. Les employés municipaux dont les services n'exigent pas une présence physique ont donc été encouragés à opter pour le télétravail afin de réduire donc la promiscuité à l'hôtel de ville. Les agents contractuels et les stagiaires dont la présence n'est pas indispensable à l'activité de la mairie ont vu leur contrat suspendu sur la période également. Et nous avons bien évidemment installé des systèmes de lavage des mains dans tous les services de la mairie et rendu obligatoire le port de cache-nez pour les agents en contact avec les usagers, notamment ceux de la police municipale et de l'état civil. Nous avons réaménagé le parking couvert de la mairie pour servir de salle d'attente afin de veiller au respect des mesures de distanciation sociale pour les usagers des services de l'état civil. Et par ailleurs, les réunions de la municipalité et du conseil municipal ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Elles ne se tiendront que pour un motif exceptionnel. Au niveau économique, il faut indiquer que l'application de toutes ces mesures gouvernementales ont grandement affecté l'économie locale de Grand Bassam, qui est essentiellement basée sur le tourisme, qu'il s'agisse de tourisme balnéaire ou de tourisme d'affaires. Car comme vous le savez, Grand Bassam est la première destination touristique de Côte d'Ivoire et notre activité économique repose donc sur le tourisme, l'artisanat, le transport. À ce jour, l'impact économique estimé par la direction régionale du tourisme pour le seul secteur du tourisme donc est de 400 millions de francs CFA par mois depuis le début de la crise, avec près de 430 personnes du secteur formel au chômage technique, seulement pour l'hôtellerie et la restauration. Au niveau social, la ville de Grand Bassam a initié depuis la fin du mois de mars une action de solidarité dénommée Grand Bassam Fraternité, qui visait à recréer du lien social et à rejoindre les personnes affectées économiquement et socialement par cette crise sanitaire du coronavirus. Cet appel à la fraternité donc a été entendu par de nombreuses personnalités publiques, privées, des groupements et des entreprises qui nous ont permis de soutenir ces victimes économiques de la crise du coronavirus. À ce jour, c'est plus de 2120 ménages de Grand Bassam qui ont reçu des kits alimentaires grâce à la générosité de nombreuses entreprises et de personnalités publiques telles que le vice-président de la République, la Première Dame et le Premier ministre. Voici donc succinctement le point des activités, des actions menées à Grand Bassam dans le cadre du plan de riposte. Merci, Monsieur le maire, pour cette présentation de tout ce qui est fait à Grand Bassam afin de freiner la pandémie dans votre cité. Je voudrais indiquer que nous notons la présence de 3 personnalités également dans cette salle qui accompagnent Monsieur le maire. Il s'agit de Monsieur le secrétaire général 1 de préfecture, Madame la secrétaire générale 2 de préfecture et également Madame le sous-préfet de Grand Bassam qui sont avec nous, ces 3 personnalités. Merci de votre présence. Nous le savons, le gouvernement tout entier est mobilisé contre cette pandémie. Cet après-midi, Monsieur le secrétaire d'État au renforcement des capacités vient nous dire ce qui est fait spécifiquement dans son département ministériel. Monsieur le ministre, le pupitre est à vous. Monsieur le maire de la commune de Grand Bassam, Madame la représentante du ministre de la Santé, Monsieur le représentant du ministre de la Sécurité, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, avant de vous présenter de façon succincte l'impact de la pandémie à Covid-19 sur les activités du secrétariat d'État au renforcement des capacités, et l'apport de notre département dans la gestion de cette crise sanitaire,
Je voudrais tout d'abord présenter mes sincères condoléances et toute ma compassion aux familles endeuillées du fait de cette maladie, ainsi que nos vœux de prompt rétablissement aux malades. Je voudrais également, mesdames et messieurs, rendre un hommage aux acteurs de la santé, un hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement, pour leur dévouement et les féliciter pour l'excellent travail abattu depuis le début de cette crise. Je n'oublie pas l'ensemble des départements ministériels, les organisations du secteur privé et de la société civile, ainsi que toutes les personnes qui œuvrent pour éradiquer et réduire l'impact de cette maladie sur nos populations. Notre intervention s'articulera autour de 2 points essentiels. Le premier point étant l'impact de la pandémie à Covid-19 sur les activités du secrétariat d'État au renforcement des capacités. Et le deuxième point d'intervention, les actions de renforcement des capacités initiées au plan national pour faire face à cette pandémie. L'impact du Covid-19 sur les activités du secrétariat d'État au renforcement des capacités. Le secrétariat d'État au renforcement des capacités, à l'instar de l'ensemble des secteurs d'activité, a été impacté par la crise sanitaire liée au Covid-19. En effet, 3 grands projets étaient en cours d'exécution lorsque les premiers cas de coronavirus ont été déclarés dans notre pays. Il s'agit notamment, premièrement, de l'élaboration de la stratégie nationale de renforcement des capacités qui permettra à la Côte d'Ivoire de disposer des capacités requises pour réussir la transformation structurelle de son économie. Deuxièmement, il s'agissait du renforcement des capacités des acteurs du secteur public, du secteur privé et de la société civile dans le cadre du projet d'amélioration de la gouvernance et de la délivrance des services sociaux de base et citoyenne, en abrégé PAGDS. Et enfin, il s'agissait de la promotion de l'Ivoirien nouveau par le leadership transformateur. S'agissant de la stratégie nationale de renforcement des capacités, les divers travaux, spécialement des enquêtes entamées par l'équipe de consultants recrutés, a connu un ralentissement du fait de la limitation des déplacements. Toutefois, les activités sont menées par visioconférence dans le cadre des réunions techniques qui ont lieu. Par ailleurs, la situation sanitaire actuelle met en évidence l'importance de disposer des données relatives aux capacités nationales et c'est en cela que le processus de l'élaboration de la stratégie nationale de renforcement des capacités est en train de se poursuivre en privilégiant les méthodes de travail basées sur l'éthique, sur le télétravail, afin de permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'un plan national de renforcement des capacités à la fin de l'année 2020. S'agissant du renforcement des capacités des acteurs du secteur public, du secteur privé et de la société civile, dans le cadre du PAGDS, qui est un projet financé par la Banque mondiale, il n'a pas été possible de mener les ateliers de formation et de conduire les études qui avaient été programmées du fait de l'impossibilité de se rassembler. Toutefois, pour y remédier, le programme pays du renforcement des capacités en charge de la conduite de ces activités a mis en place une méthodologie axée sur le télétravail. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous conviendrons tous que cette crise sanitaire sans précédent nous a mis devant nos responsabilités et a permis de mettre en relief les valeurs clés qui caractérisent les grandes nations, notamment les valeurs de discipline, les valeurs de solidarité, les valeurs de cohésion, les valeurs d'innovation. C'est pourquoi, dans le cadre de ces actions prioritaires en 2020,
le secrétariat d'État au renforcement des capacités s'est engagé à faire de la promotion de l'Ivoirien nouveau à travers le leadership transformateur qui consiste à développer le sens de l'intérêt général, le sens de la responsabilité, le sens de la redevabilité, de l'autonomie et de l'innovation, ainsi que les valeurs citoyennes telles que le respect des lois, des institutions et du bien public. Donc ce sont là cet axe, promotion de l'Ivoirien nouveau à travers le leadership transformateur avec ses différentes composantes, que le secrétariat d'État au renforcement des capacités, c'est dans ces axes que le secrétariat s'est engagé et l'orientation prise par le secrétariat d'État au renforcement de capacités, la pertinence de cette orientation est bien attestée par les valeurs que nous sommes appelés à développer à l'occasion de cette crise du Covid-19. Le secrétariat d'État a initié donc les travaux dans le cadre de la promotion du leadership transformateur avec l'appui d'un cabinet spécialisé. Et pour cette année 2020, nous allons aboutir à l'adoption d'une charte de l'Ivoirien nouveau qui va être pour la Côte d'Ivoire le nouveau contrat social entre citoyens pour faire en sorte que les valeurs que nous avons citées tout à l'heure, de l'intérêt général, du sens de la responsabilité, du sens de la redevabilité, soient des valeurs communément partagées et soit donc le nouveau contrat social à travers donc la promotion de l'Ivoirien nouveau. Mon deuxième axe d'intervention est relatif aux actions de renforcement de capacité initiées au plan national pour faire face à la pandémie. S'il est vrai que la pandémie actuelle liée au Covid-19 a freiné considérablement la mise en place des activités dans tous les secteurs d'activité, il faut noter cependant qu'elle a permis un développement des capacités à tous les niveaux, un développement des capacités qui a permis à la Côte d'Ivoire et qui permet à la Côte d'Ivoire de faire face à la crise et de gérer efficacement cette crise. Au niveau des capacités institutionnelles, de nombreuses dispositions réglementaires et législatives ont été prises pour permettre à l'État de Côte d'Ivoire d'apporter une réponse appropriée à ce type de situation d'urgence sanitaire et de freiner de façon significative la progression de la maladie et de faire face à la pandémie. De nombreux textes, ordonnances, décrets et arrêtés ont été pris depuis le début de la crise sanitaire afin de réglementer la vie socio-économique et politique de la Côte d'Ivoire, de réglementer le fonctionnement des institutions, des départements ministériels et de réglementer les comportements des individus. Au niveau des capacités organisationnelles et opérationnelles, il faut considérer un ensemble d'éléments, notamment le dispositif et le plan de riposte mis en place avec les différents ministères, le plan de soutien économique, social et humanitaire présenté par son Excellence Monsieur le Premier ministre le 31 mars dernier et les centres de dépistage construits, l'acquisition de matériel et d'équipements sanitaires, ainsi que tous les aménagements et les adaptations qui ont été effectués par les administrations. En effet, pour réduire les risques de contamination, tous les départements ministériels et les organisations du secteur privé de la société civile ont aménagé leur temps de travail, adapté leur cadre, leurs méthodes ainsi que leurs outils de travail. Les technologies de l'information et de la communication constituent actuellement le moyen privilégié de travail au détriment pour éviter les contacts physiques. Nous parlons maintenant de télétravail et vous avez pu constater que le Conseil des ministres, le Conseil de gouvernement et le Conseil des ministres se font par visioconférence. Cette pratique est généralisée dans l'administration ivoirienne grâce à l'acquisition par le gouvernement d'un outil, le logiciel Microsoft Teams. Vous avez aussi tout le cadre de travail qui a été adapté avec les dispositions sanitaires prises pour l'amélioration de l'hygiène et du cadre de vie. Donc nous voyons là que les capacités organisationnelles et opérationnelles ont été accrues afin
apporter à cette crise du Covid-19 une réponse appropriée. Au niveau des capacités humaines, il faut relever tout le changement de comportement imposé par le Covid-19. Nos habitudes et nos attitudes sont modifiées avec les mesures prises par le gouvernement, notamment le confinement, le port des masques, le lavage des mains de façon systématique et régulière, se moucher avec un mouchoir à usage unique et la distanciation d'1 mètre recommandé. Il s'agit là de capacités humaines spécifiques dédiées à apporter une réponse significative donc, à la lutte contre cette pandémie. Par conséquent, bien que la mise en œuvre des activités du secrétariat d'État au renforcement des capacités ait connu un ralentissement du fait du Covid-19, il faut toutefois noter que le secteur du renforcement des capacités a connu un impact relativement positif, d'une part, à cause, grâce aux textes pris, ordonnances, décrets et arrêtés, de la créativité, de la réactivité des différents acteurs, de l'utilisation accrue des TIC dans nos méthodes de travail et d'autre part, grâce au changement de comportement opéré au sein des populations, notamment en matière d'hygiène et surtout de discipline, surtout de solidarité, d'expression de la cohésion sociale et de recherche de l'intérêt général. Et c'est l'ensemble de ces valeurs-là que le secrétariat d'État renforcement de capacité s'engage à traduire sur le long terme avec le développement du programme Leadership et Leadership transformateur et ivoirien nouveau. En conclusion, de façon indéniable, la lutte contre la pandémie à Covid-19 a mis en évidence la nécessité de développer les capacités de résilience et développer également des valeurs clés essentielles au développement, qui sont les valeurs de discipline, qui sont les valeurs du centre de l'intérêt général au sein donc de la population. C'est pour cela que le secrétariat d'État au renforcement de capacité a pris l'initiative d'élaborer la charte de l'Ivoirien nouveau afin de capitaliser ces changements de comportement sur le long terme. En outre, il convient de noter que la crise sanitaire liée au Covid-19 a permis un renforcement des capacités nationales au plan institutionnel, au plan organisationnel et au plan humain. Bien que dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19, le secrétariat d'État au renforcement de capacité ait entrepris des campagnes de sensibilisation auprès des populations vulnérables, il nous revient en tant que structure en charge du développement des capacités nationales de consolider et de capitaliser les acquis obtenus en proposant dans la stratégie nationale en cours d'élaboration un plan de renforcement des capacités qui nous permettent de faire face à ce type d'événement en vue de minimiser l'impact de ce type d'événement de cette pandémie sur les populations et leur bien-être. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci, Monsieur le secrétaire d'État, pour cette présentation exhaustive de tout ce qui est fait au niveau du secrétariat d'État au renforcement des capacités. Docteur Edith Kouassi, les internautes, les journalistes et tous ceux qui sont dans cette salle vous attendent pour le point de la situation sanitaire à ce jour. Merci, Madame la représentante du CICG. Monsieur le ministre, secrétaire d'État au renforcement des capacités, Mesdames et Messieurs du corps préfectoral, Monsieur le maire de la commune de Grand-Bassam, Messieurs les directeurs de cabinet, chefs de cabinet et autres responsables de l'administration centrale ici représentés, Monsieur le commissaire principal Bleu Charlemagne, Monsieur le directeur départemental de la santé, Monsieur le directeur de l'hôpital général de Grand-Bassam, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs de la presse. Le point de la maladie à Covid-19 du 13 mai 2020. À la date d'hier, 12 mai 2020, le point de la situation de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire était le suivant. 127 nouveaux cas positifs de Covid-19 sur
506 prélèvements analysés, soit 25,1%. Le nombre total de personnes diagnostiquées positives était de 1857 sur 14 618 prélèvements testés. 2 nouvelles guérisons de patients atteints de Covid-19, portant à 820 le nombre total de patients déclarés guéris au terme de leur prise en charge. 0 décès notifiés, maintenant le nombre total de décès liés au Covid à 21. 1016 patients dans la file active. Aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été enregistré à l'intérieur du pays depuis le 21 avril 2020. Le Grand Abidjan constitue toujours l'épicentre de la pandémie en Côte d'Ivoire et tous les districts sanitaires du Grand Abidjan, dont celui de Grand Bassam qui nous accueille, sont affectés. Ces données montrent que le pic de la pandémie n'est pas encore atteint, malgré la relative stabilité de ces derniers jours qui voyait le taux de positivité fluctuer en moyenne entre 6 et 11%. Celui d'hier est le plus élevé depuis le début de la maladie en Côte d'Ivoire. L'augmentation notable des cas de Covid-19 pourrait s'expliquer par le renforcement des capacités de dépistage avec les 6 sites de proximité opérationnels et la forte sensibilisation des populations, en particulier celles présentant les signes évocateurs du Covid-19. Le défi majeur à relever est de rompre définitivement et dans les meilleurs délais la chaîne de transmission de la maladie dans notre pays. Pour cela, la pleine participation de tous est nécessaire. Le Grand Abidjan concentre la quasi-totalité des cas et 100% des nouveaux cas depuis plus de 20 jours. L'intérieur du pays demeure toujours préservé et devrait le demeurer. Le taux de guérison avoisine les 45%, au-dessus de la moyenne générale au niveau mondial, qui est d'environ 30%, et la létalité demeure faible, 1,13%, en dessous de la moyenne mondiale, autour de 6%. Ces résultats encourageants résultent de la qualité de la prise en charge par les professionnels de la santé. Le ministre de la Santé et du Jeune Public, le Dr Eugène Akawele, salue leur engagement et leur mobilisation exceptionnelle. Il n'oublie pas les autres acteurs clés de la riposte qui accompagnent le processus et contribuent activement à l'atteinte des objectifs de lutte contre cette crise sanitaire. Le combat n'est pas encore achevé. Remobilisons-nous et battons-nous ensemble contre cet ennemi commun constitué par le Covid-19 et libérons notre pays de ce fléau. La commune de Grand Bassam, qui nous accueille ce jour, fait partie du district sanitaire de Grand Bassam et dispose pour la riposte sanitaire de 2 unités d'intervention rapide, d'un site d'accueil et de dépistage de proximité en cours de construction. La commune de Bassam également abrite un site de prise en charge situé au Vitib. La ville de Grand Bassam a une histoire particulière. Première capitale économique de la Côte d'Ivoire, abandonnée au profit de Bingerville avant Abidjan à cause d'une épidémie de fièvre jaune au temps colonial. Ville historique par excellence avec ses vestiges classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, cité balnéaire et touristique, mais surtout ville connue pour la lutte et la résistance des femmes pour la liberté. Pour toutes ces raisons, nous pensons que Bassam, qui a aussi été impacté par les attaques terroristes en Côte d'Ivoire il y a quelques années, comprend bien les différents enjeux en présence, dont les enjeux de survie, et adoptera sans réserve les mesures sécuritaires et sanitaires, et en particulier les mesures barrières. Nous vous y encourageons fortement. Le ministère de la Santé et du Jeune Public fait remarquer à nouveau que la maladie à coronavirus ou Covid-19 est très contagieuse et dangereuse, surtout pour les personnes vulnérables, quelle que soit la cause de leur vulnérabilité. Elle concerne tout le monde. On en guérit, mais on peut en mourir. Cependant, il est possible de l'éviter et cela dépend de nous et de nous seuls. Faisons donc attention aux choix que nous opérons. Il peut être salutaire ou désastreux. Les mesures barrières seules efficaces dans le contexte actuel pour nous prémunir et protéger les autres sont les suivantes. La limitation des déplacements, surtout ceux non indispensables, la pratique de la distanciation sociale, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, l'utilisation de gel ou solutions hydroalcooliques, la bonne attitude de tousser ou d'éternuer dans un mouchoir en papier jetable ou à défaut dans le pli du coude,
Le port de masques obligatoire dans le Grand Abidjan est recommandé à l'intérieur du pays. Le confinement à domicile des personnes âgées ou vulnérables. La prise en charge des cas de Covid-19 est complète et gratuite dans le secteur public, sous la supervision du service des maladies infectieuses et tropicales et la coordination du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les numéros utiles et gratuits suivants 143, 125, 119 et 101 sont à contacter pour être orientés, de même que les structures d'accueil et de dépistage de proximité à fréquenter, devant toute préoccupation ou signe faisant évoquer le Covid-19, tels que la fièvre, accompagnée de maux de tête, de courbatures, de toux, de difficultés respiratoires ou d'essoufflement. Les activités de routine de santé se poursuivent dans les établissements de santé publics ou privés. Nous devons nous y rendre pour tout problème ou besoin de santé. Les dispositions sont prises pour la sécurité des soins des patients et des prestataires et je vous remercie. Merci, Dr Kwasi. Qu'en est-il de la situation sécuritaire? Nous recevons à présent le commissaire principal Bleu Charlemagne pour le point à ce jour. Merci, Madame Kwasi Immaculée. Excellences, Monsieur le ministre du renforcement des capacités, Monsieur le maire de la commune de Grand Bassam, distingués membres du corps préfectoral, Madame la représentante du ministère de la Santé, chers amis de la presse nationale et internationale, nous sommes à ce jour, mercredi 13 mai, au 21e jour donc du deuxième mois de la mise en œuvre de l'état d'urgence décrété le 23 mars dernier par le président de la République et les mesures y relatives. À ce stade de mon propos, je voudrais préciser que mon intervention va porter sur 4 points essentiels. Un communiqué conjoint du ministère en charge de la santé, de l'hygiène publique et de la sécurité et de la protection civile. Le point de la nuit d'hier à aujourd'hui du couvre-feu au plan national. Le 3e mois, le point global au 51e jour de nos opérations terrain. Et enfin, une analyse qui en porte donc conclusion. Communiqué conjoint du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et du ministère en charge de la sécurité et de la protection civile. Le Conseil national de sécurité, qui s'est réuni le jeudi 7 mai 2020 sur la situation de la maladie à coronavirus, dite Covid-19, a décidé de la levée de plusieurs mesures restrictives à l'intérieur du pays. Cependant, la sortie d'Abidjan nécessite toujours une autorisation délivrée par le ministère en charge de la sécurité. Toutefois, les demandes d'autorisation de sortie d'Abidjan, qui se font comme à l'accoutumée, en ligne, ne nécessitent plus un certificat de test négatif à la Covid-19. Le suivi sanitaire de toutes les personnes se rendant à l'intérieur du pays sera assuré dorénavant au niveau des régions sanitaires. Fait à Abidjan le mercredi 13 mai 2020. Quant au point
du jour. Point des activités au plan national. Au chapitre des interpellés. Abidjan 1. Intérieur 0. Assistance à personnes en détresse. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 12. Abidjan 11. Intérieur 0,1 personne, dont 5 pour urgence médicale et 7 pour assistance à entreprises en détresse, entreprises de BTP, électricité, téléphonie. Les engins mis en fourrière dans ce cadre, 0. Les corps enlevés pour décès naturel, 0,2. Abidjan 2. Abobo et Yopougon, intérieur 0. Ce qui nous donne un point global au 51e jour suivant. Interpellé, 1264. Abidjan 142, intérieur 1122, qui y reste depuis donc le 7 mai 2020. Assistance à personnes en détresse pendant le couvre-feu, 1111. Abidjan 642, intérieur 469. Engins mis en fourrière, 388. Abidjan 94, intérieur 294. Et les corps enlevés suite à mort naturelle, je le dis, de toute autre cause en dehors du Covid, de la Covid j'allais dire, parce que les questions vont dans tous les sens, ce sont des morts naturelles. 174, Abidjan 150, intérieur 24. Aussi, au regard de ces chiffres, vous dirons au nom de messieurs les ministres en charge de la sécurité, de la protection civile et de la défense, nous réjouir et nous féliciter de l'heureuse stagnation du volume des personnes interpellées depuis une semaine, mais également et surtout du regain du taux d'assistance de nos forces aux personnes et entreprises en détresse pendant le couvre-feu. Toutes choses qui traduisent avec éloquence non seulement l'émergence salutaire d'un nouvel esprit de discipline que nous voulons durable, mais aussi celle d'une collaboration confiante, complice de nos compatriotes, d'avec leurs frères et sœurs, de toutes les armes engagées depuis maintenant 51 jours dans cette guerre atypique. En effet, en vue du maintien de ce cap, recommandons à nos forces opérationnelles qui ne cessent de développer chaque jour de cette lutte leur sens aigu, voire élevé, de responsabilité, sinon de patriotisme, la vigilance, la rigueur dans le strict contrôle des principes sécuritaires et sanitaires gouvernementaux en vigueur. Enfin, il nous plaît d'indiquer, aux fins de rappel à tous, que la pratique des sports collectifs reste interdite, tant au quartier Congo, Impérial, Moussou, de Grand Bassam, que partout en Côte d'Ivoire. Sommes par ailleurs joignables en cas de constatation de quelque déviance que ce soit au numéro habituel suivant 20 25 0040 03 79 91 44 100 111 pour les numéros verts et 170 pour la police secours. Si vous êtes à Bassam, faites le 170, ça sonnera au commissariat de Grand Bassam. Et 180 pour les sapeurs-pompiers. Je vous remercie et me tiens à votre disposition pour toute préoccupation portant sur le secteur de la sécurité.
subordonnée à la présentation d'un certificat de non-contamination au Covid, mais il faut bien entendu se rendre sur le site dédié pour faire la demande de sortie. Merci, Monsieur le Commissaire. Nous en arrivons aux échanges. Nous prendrons des questions dans la salle, également avec nos collègues journalistes qui sont connectés, et nous remonterons quelques préoccupations des internautes. Pour les journalistes en salle qui veulent bien... On essaiera d'être succinct. Ok. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur le maire et Monsieur le commissaire Bleu Charlemagne. Bonjour, Docteur Edith. J'ai 3 questions pour Monsieur le maire de Grand Bassam et une question pour Docteur Edith. Voici. Monsieur le maire, à l'instar des autres communes du Grand Abidjan, Grand Bassam est touché par cette crise sanitaire. Comment comptez-vous, après la levée des restrictions, déconfiner sur le plan économique votre commune? Concernant les malades, est-ce que vous avez des cas de stigmatisation à leur endroit? La 3e question, qu'est-ce qui est fait par le Conseil pour amener les populations à se faire dépister? Docteur Edith Kwasi, le plan de riposte contre le Covid-19 mis en place par le gouvernement ivoirien est salué par bon nombre d'observateurs. Nous voyons le gouvernement, tout le gouvernement est mobilisé, le ministre est présent. Nous voyons le ministre depuis l'arrivée du premier cas, le ministre de la Santé être omniprésent partout. Et présentement, la Côte d'Ivoire envisage déconfiner, parce qu'on nous a donné la date du 15. Est-ce que vous, en tant que médecin, est-ce qu'il est possible actuellement de déconfiner le Grand Abidjan? Et concernant les cas des Ivoiriens peut-être qui sont décédés à l'extérieur, est-ce qu'il est possible de rapatrier ces cas-là, les Ivoiriens décédés à l'extérieur, qui n'ont rien à y voir avec, comment dirais-je, le coronavirus, mais est-ce que sur le plan sanitaire, à l'heure actuelle, est-ce qu'il est possible de rapatrier ces corps-là? Merci. Merci, M. Biti. Un autre journaliste en salle voudrait bien vous déplacer jusqu'au micro. Merci. Non, ok. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir aux autres intervenants. Effectivement, ma préoccupation, elle est un peu d'ordre général. Je voudrais savoir si aujourd'hui, après les mesures de riposte prises partout dans le monde, aujourd'hui on constate qu'une certaine levée de ces mesures de riposte-là. Est-ce qu'on ne serait pas amené à imaginer que nous puissions vivre avec la Covid-19 comme nous vivons avec le paludisme ou encore le sida? Vous êtes monsieur? Oulibaly, Sud-Info 24. Un autre intervenant en salle. Okay. Toujours décliner son identité, l'organe de presse qu'on représente. Bonsoir, Marcel Apenan, Fraternité Matin. Merci. La question s'adresse au commissaire, au porte-parole de la police. Je voulais savoir ce qui a motivé le communiqué conjoint des 2 ministères. Un autre intervenant en salle. Nous allons essayer d'aller un peu vite. Bonsoir, je suis le correspondant de l'AIP à Grand Bassam. Je voudrais, je suis Kraba, je voudrais savoir comment on procédera par rapport à la rentrée qui est prévue à l'intérieur du pays
comment on procédera pour essayer de canaliser, en tout cas, la propagation de la pandémie à l'intérieur, sachant que Abidjan est la zone la plus ciblée et certainement, on a des élèves qui sont ici, qui partiront à l'intérieur, des enseignants qui tireront ici, qui partiront à l'extérieur. Alors que nous savons qu'à l'intérieur, déjà, nous avons un taux quand même approprié, un taux de non-Covid-19. Merci. C'est tout pour les journalistes en salle. Est-ce qu'au niveau de ceux qui sont connectés, on nous signale les questions? Sinon, nous allons permettre pas d'intervenants pour l'instant. À l'attention de monsieur le maire de la commune de Grand Bassam, il y a un internaute qui nous demande est-ce que vous avez un plan de relance du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, puisqu'on sait que ce secteur-là est fortement impacté par cette pandémie. Nous avons énormément de questions concernant le débordement dans les centres de dépistage, mais avec le communiqué qui a été lu par le commissaire Bleu Charlemagne, nous allons ici ce soir et relever d'autres questions dans d'autres secteurs pour le docteur Edith Kwasi. Nous voulons à présent permettre à monsieur le maire de Grand Bassam de bien vouloir venir au pupitre pour répondre à ces questions. Bien, merci. Relativement au déconfinement au plan économique, ce déconfinement se prépare dès à présent. C'est la raison pour laquelle nous avons entrepris avec le corps préfectoral de rencontrer les associations professionnelles de restaurateurs, d'hôteliers, pour échanger avec eux, recenser les préoccupations. Et c'est un travail conjoint qui a été fait qui nous a permis donc de déterminer l'impact financier que j'ai mentionné tout à l'heure, 400 millions de francs CFA de pertes mensuelles pour le secteur du tourisme à Grand Bassam. Au-delà de cela, bien évidemment, nous entendons tirer pleinement profit des mesures annoncées par le président de la République et le Premier ministre, notamment le fonds de soutien au secteur informel et le fonds d'appui aux PME. Nous avons donc constitué un dossier qui présente la situation des établissements, des restaurants, des hôtels, que nous transmettons donc au ministre en charge du tourisme afin qu'il se fasse notre avocat pour la prise en compte dans le cadre de ce fonds. La même démarche est menée auprès du ministre en charge des PME également pour que ce soit pris en compte. Les cas de stigmatisation, nous n'en avons pas de cas rapportés. Un travail de sensibilisation se fait. Il a été initié dès la survenue de cette crise-là et nous n'avons pas eu écho de cas de stigmatisation. C'est vrai qu'il y a des inquiétudes des populations quant à cette maladie. Je crois que le travail de sensibilisation au plan national et au plan local donne des fruits, mais il n'y a pas de cas de stigmatisation. Que fait le conseil municipal pour encourager les populations au dépistage? La conseillère du ministre de la Santé a mentionné tout à l'heure qu'un centre de dépistage gratuit et volontaire est en train de se mettre en place dans la ville de Grand Bassam. Nous avons, avec le corps préfectoral, rencontré les leaders de communauté pour les sensibiliser, les informer de la mise en place prochaine de ce dispositif de dépistage et encourager ceux et celles qui ressentiraient les symptômes à venir se faire dépister sur une base volontaire et gratuite. Voici ce que nous faisons. Quant au plan de relance du tourisme, je pense y avoir répondu. Nous avons d'abord recensé les entreprises sinistrées, évalué les pertes et en relation avec le ministère du Tourisme, une réflexion est engagée pour pouvoir bénéficier d'un appui en vue de la relance post-crise. Merci, monsieur le maire. Docteur Edith Kwasi, le pupitre est à vous pour concernant le volet sanitaire de cette activité. Merci, madame la représentante du CCG. La première question avait trait au plan de riposte qui était salué et de la Côte d'Ivoire qui envisageait un déconfinement, et mon avis en tant que médecin. À l'heure, jusqu'à maintenant, en tout cas, nous n'avons pas été informés officiellement de ce que la Côte d'Ivoire envisageait de faire un déconfinement. Ce que nous savons du Conseil national de sécurité, c'est qu'à l'intérieur du pays, il y a eu un allègement des mesures sécuritaires, mais les mesures sanitaires demeuraient.
et que le Grand Abidjan était toujours isolé. Donc nous ne pouvons pas présager de ce que a encore dit. Dans tous les cas, le gouvernement étant souverain, toute décision qui sera prise sera mise en œuvre avec les moyens pour accompagner cette mesure-là. Donc à l'heure actuelle, je ne peux pas vous répondre sur quelque chose que je ne sais pas. Bon, est-ce que quelqu'un qui serait décédé hors de nos frontières pourrait rentrer? À la date d'aujourd'hui, l'aéroport est toujours fermé. Cependant, les couloirs humanitaires ou sanitaires sont faits et sous certaines conditions, je pense que cela est possible. Je pense qu'il y a eu des cas, selon ce que le commissaire Bleu Charlon m'a dit, de rapatriement de corps, mais vraiment sous certaines conditions et en lien avec les pays dans lesquels le décès a eu lieu. Parce que dans certains pays, il semble qu'au bout de 10 jours, l'inhumation, ça va dépendre des réglementations au niveau de chaque pays. Est-ce qu'on peut vivre avec le Covid? Vraiment, ce n'est pas notre souhait. Le Covid n'est pas le paludisme. Le paludisme, c'est vrai qu'il est endémique chez nous et qui tue peut-être plus que le Covid, mais en termes de temps, d'impact, je pense qu'on mesure les décès du paludisme à l'année. Mais en moins de 2 mois, les dégâts que cause le Covid ne sont pas à comparer avec celui du paludisme. Et le paludisme, en général, on ne le transmet pas de manière interhumaine comme ça se fait actuellement. La contagiosité n'est pas pareille. Donc, ce n'est pas le même mode de circulation du virus et ni la même dangerosité. Quoique le paludisme aussi est dangereux s'il n'est pas pris en charge précocement. Le VIH, je pense que le temps d'incubation du VIH est différent du Covid, 14 jours, l'autre on allait jusqu'à 10 ans. Mais nous avons dit que la légèreté avec laquelle nous avons le VIH il y a quelques années, quand on n'avait qu'un cas, si on continue sur cette même lancée, on peut avoir les mêmes conséquences avec le Covid. Avec le VIH, en son temps, les Ivoiriens avaient dit que c'était une maladie imaginaire, un syndrome imaginaire pour décourager les amoureux. Et on s'est retrouvé avec la situation que nous connaissons aujourd'hui. Le Covid n'est pas imaginaire. Ce n'est pas une vue de l'esprit. La maladie, il y a Covid, le Covid, bon, peu importe. Dans tous les cas, elle sait que la maladie est dangereuse. Et on n'a pas encore trouvé le médicament spécifique. Et dans le monde entier, on ne fait que dénombrer les morts, en tout cas par jour. C'est extrêmement dangereux. C'est sur ça que nous voulons que vous reteniez. Que la maladie, elle est dangereuse. On peut en guérir, on peut également l'éviter. Et si on peut l'éviter, encore mieux. Donc nous appelons vraiment à respecter vigoureusement les mesures barrières parce que mieux vaut prévenir que guérir. Les Ivoiriens, toutes les personnes qui habitent dans ce pays, et nous voulons les voir en bonne santé pour aborder l'émergence par les Ivoiriens et le président de la République. Je pense que nous en avons répondu à toutes les questions qui nous ont été posées. Merci. Est-ce que maintenant les collègues connectés ont des préoccupations? Non, pas de préoccupations. Ok. Ok, merci. Une question en salle. Ok, nous allons enregistrer la question en salle. On ne vous entend pas. Le micro, Alain. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. La question pourrait s'adresser au commissaire principal. Les cas confirmés sont en hausse à Abidjan. Abidjan reste donc confiné. Pourquoi lever la mesure de présentation de certificat de non-contamination, sachant que les personnes qui quittent Abidjan peuvent contaminer celles de l'intérieur du pays? Flora Balogaï, Radio Côte d'Ivoire, RTI, direction des magazines de l'information. Je fais quoi? Je reprends la question. La question s'adresse au commissaire principal. Les cas confirmés sont en hausse
à Abidjan qui reste confiné. Pourquoi lever la mesure de présentation du certificat de non-contamination, sachant que les personnes qui quittent Abidjan peuvent contaminer celles de l'intérieur du pays? Ok. Terminons en salle. Toujours à la suite de cette question qui émane du communiqué que M. le commissaire a lu tout à l'heure, la question est de savoir comment est-ce que le suivi de ces personnes qui vont rentrer à l'intérieur du pays, comment est-ce que ce suivi-là va se faire? Pour compléter sa question. Commissaire, le pupitre est à vous pour répondre à ces questions. Merci, Madame Kwasi. 3 questions, donc autant de préoccupations qui portent justement sur les raisons de la levée du critère donc, du test négatif à la Covid-19. Je voudrais ensuite, c'est la même préoccupation, hein, pourquoi est-ce qu'au niveau d'Abidjan, les taux continuent de s'élever et puis on lève donc la mesure du test négatif. Et enfin, oui, c'est cela. Hein, c'est cela. Toutes les 3 questions portent. Et comment va se faire le suivi sur le terrain? Bien. Merci à vous tous les 3. Je voudrais, en répondant à cette préoccupation, dire que la question de l'isolement d'Abidjan a été adressée par le décret d'abord du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le 128, donc pris le 26 mars dernier pour isoler et interdire aux personnes et aux véhicules de sortir librement du Grand Abidjan. Ensuite, le 20 avril, faisant suite à l'évolution de la pandémie, il a plu aux 3 ministres en charge de la sécurité, de la défense et de l'administration du territoire de prendre un arrêté conjoint, l'arrêté interministériel numéro 483, pour réglementer définitivement cette question de sortie d'Abidjan. Le mécanisme, il est simple. Nous avions commencé par une inscription, une demande directe, où les gens se sont retrouvés à plusieurs à l'École nationale de police et intrigués. Les autorités ont estimé qu'il fallait éviter, ainsi que une des mesures prises par le CNS l'avait indiqué, les attroupements au niveau du Grand Abidjan et d'ailleurs même partout à l'intérieur du pays. Donc nous sommes passés au mode de demande en ligne. Et puis est advenu le bon résultat dont le CNS a fait cas le 7 mai dernier, justement dans la mise en œuvre de ces 21 mesures, 13 du CNS et 8 subséquentes à l'état d'urgence, donc les mesures prises par le président de la République. La satisfaction a induit donc qu'on fasse des allègements avec la levée de certaines mesures restrictives au niveau de l'intérieur du pays. Il fallait donc, à cette étape de notre lutte contre cette pandémie, faire en sorte que la grande partie de notre pays, donc l'intérieur du pays, puisse être préservé justement de ce virus qui était, j'allais dire, complètement, sinon en train d'être complètement éteint de ce côté-là. Et donc il a plu aux 2 ministres, donc Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et Monsieur le ministre donc, de la Sécurité, de conjuguer leurs efforts pour qu'une décision de renforcement des mesures, sinon des critères d'accès donc à l'intérieur du pays puisse être prise. Et celle qu'ils ont dû prendre, c'est donc faire en sorte que, avant d'aller à l'intérieur, tu puisses justifier de ta négativité à la Covid-19. Ça, c'était le vendredi dernier.
au regard de l'observation du terrain, il leur a plu, depuis donc ce jour, de faire en sorte que cette mesure que l'on trouvait certainement salutaire puisse être déplacée au niveau de l'intérieur du pays par renforcer les capacités de nos structures sanitaires et les engager en même temps à l'intérieur du pays au suivi et des enseignants et des élèves, mais de tout venant qui, après avoir obtenu en ligne son autorisation, se rendrait à l'intérieur du pays. Donc c'est pour décongestionner la situation au niveau d'Abidjan. Vous avez vu les attroupements devant donc les six sites de dépistage récemment. Depuis 3 jours, c'est difficile pour les gens de se retrouver au soleil dans des conditions difficiles. Ils étaient nombreux à cela et le gouvernement, ayant pris la pleine mesure de cela, n'a pas levé la mesure complètement. Si vous avez suivi en bas la fin du communiqué, leur suivi va se faire au niveau des régions sanitaires à qui des moyens sont déjà donnés pour... Non, mais pas du tout. Quand vous allez, je voudrais vous dire, c'est pour ça que j'ai commencé par expliquer, quand vous devez aller à l'intérieur du pays, on s'assure à tout que vous n'êtes pas un cas suspect. Parce qu'il y a donc, c'est certes le volet sécuritaire qui est contrôlé par donc la présentation de l'autorisation de sortie, mais également le volet sanitaire qui est contrôlé par nos agents de santé, qui sont habilités à détecter les cas suspects que tout de suite on fait prendre en charge du côté sanitaire. Vous n'êtes pas autorisé à passer cela si votre température, ils l'ont dit, avoisine 38 degrés. Comment? Savez, je voudrais pas engager de polémique, mais je dis qu'aucune mesure au monde n'est parfaite à 100%. Vous parlez de cas asymptomatiques. Si vous arrivez, que vous avez 35 degrés, il n'y a pas de marabout dans la situation pour savoir que vous êtes un cas asymptomatique. C'est une science. C'est scientifique. Si vous faites 35 degrés, on vous laisse passer. Maintenant, si demain vous devez, j'allais dire, développer la maladie, vous serez pris en charge par le suivi qui va se faire au niveau sanitaire dans les régions. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, il restait qui? Je pense que pour vous 3, c'est bon. Non, s'il y a un autre cas, vous dites. Bon, merci. Donc, on s'est compris. Merci beaucoup. Merci, commissaire. C'est sûr que nous enregistrerons énormément de préoccupations, de questions d'internautes sur ce sujet-là. Nous vous les transmettrons toutes ces questions-là, afin qu'elles puissent trouver des réponses qu'on pourra également en parler au prochain point de presse ou même répondre directement à certains internautes. Merci à tous. Monsieur le ministre secrétaire d'État, tout ce que vous avez dit a été bien compris. Les journalistes n'ont pas eu de préoccupations, de questions spécifiques. OK. Merci, monsieur le maire. Docteur Edith Kwesi, merci. Commissaire Bleu, merci. Le point de presse aujourd'hui s'achève ainsi. Nous voulons également remercier les 2 radios de Bassam FM et Yakwa FM pour la retransmission également de ce point de presse. Nous nous retrouverons demain au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Merci.